Donald Trump, il se présente avec un bilan, il a déjà été président pendant 4 ans, et sous son mandat, il n'y a pas eu de nouvelle guerre déclarée. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'invasion de pays, soit de l'Ukraine, soit de guerre en mer Rouge, soit d'attaque du Hamas. À ce moment-là, Donald Trump, il a éradiqué l'État islamique, il a mis en place les accords d'Abraham. Donc du point de vue de la géopolitique, ça a été des avancées majeures, et également, il a contribué à la stabilité du monde. Bonjour à tous, bienvenue sur Boulevard Voltaire. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas Conquière. Alors Nicolas, vous avez 37 ans, vous êtes, je crois qu'on peut le dire, marié, père de 3 enfants, et vous êtes surtout franco-américain. Vous me disiez que votre maman était née aux États-Unis, que votre père était franco-canadien, donc vous connaissez bien la transatlantique, vous connaissez bien les États-Unis, et c'est pour ça qu'on vous reçoit, puisque vous êtes le porte-parole des Republicans Overseas, qui est le représentant officiel du Parti républicain des États-Unis en France. Vous avez aussi été candidat aux élections législatives dans le lot des ciotistes proches du RN, LR-RN. Vous avez été au second tour dans la Manche, donc on va pouvoir en discuter de l'actualité politique en France, mais aussi et surtout de cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. On vous reçoit aussi pour essayer de comprendre les enjeux de la présidentielle américaine, de ce qui se passe outre-Atlantique, et puis aussi de l'import de cette actualité en France, des effets sur la présidence française, l'actualité politique française, si Donald Trump est réélu, et notamment aussi sur les enjeux européens. Alors, une première question, puisqu'on l'a vu, on l'a suivi, nos lecteurs l'ont suivi, on en a parlé sur Boulevard Voltaire, sur notre site bvoltaire.fr, de cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. Certains ont parlé d'intervention divine sur le fait qu'à 1 centimètre près, eh bien, c'est l'oreille qui a été touchée et non le crâne. D'abord, que s'est-il passé concrètement? Quelles sont les informations dont vous disposez et que sait-on aujourd'hui? Je rappelle que nous sommes jeudi 18 juillet au moment où nous tournons cette vidéo. C'est important puisqu'on ne sait pas encore, on en parlera après, l'actualité politique française, qui sera le président de l'Assemblée nationale et peut-être le Premier ministre. Donc voilà, à ce stade aujourd'hui, que sait-on de ce qui s'est passé, de cette tentative d'assassinat contre Donald Trump? Alors tout d'abord, on va resituer dans son contexte. On est en campagne en vue de l'élection présidentielle qui va se dérouler en novembre prochain. Là, c'était donc Donald Trump qui était d'ailleurs en avance de phase quasiment le candidat déjà investi de fait parce qu'il avait ramassé tous les délégués dans cette course aux primaires. C'était le dernier meeting public qui devait avoir lieu avant le début de cette convention républicaine qui se déroulait actuellement de lundi à jeudi 18 dans le Wisconsin. On est en Pennsylvanie, on est dans une zone très rurale. C'est un État qui est connu historiquement, mais aussi pour être un État pivot. Les États qui font l'élection aux États-Unis, donc c'est là où vraiment tout se joue. On fait un petit meeting dans une zone rurale, il y a des bâtiments agricoles, l'ambiance est festive. C'est vraiment le dernier meeting de cette campagne, comme il y en a tant. Il y a jusqu'à 3 ou 4 meetings dans la journée dans différents États. Et donc Trump, il est 18h, les militants sont voilà, en extase, ils sont contents de voir celui qui sera le candidat investi juste avant cette convention. Il y a donc ce petit attroupement de militants, quelques milliers, et sur scène arrive Donald Trump sur les coups de 18h, et à peine quelques minutes plus tard, des détonations qui se sont ressenties, Donald Trump qui met la main à l'oreille, et ces images qu'on a tous vues, Donald Trump qui s'affale au sol, et quelques secondes plus tard, qui se relève un petit peu quasi miraculeusement, et effectivement de manière très triomphale, parce qu'il est défié à la mort, en levant le poing, en prononçant ces mots si percutants et qui vont passer à la postérité, fight, fight, fight. Donc il y a ce côté où il a littéralement frôlé la mort, on l'a dit, à quelques millimètres, mais également ce côté détermination et de la force et la combativité du personnage de jamais baisser les bras, never surrender. Donc on est sur ce meeting dans lequel c'est en plein milieu de la campagne, Donald Trump, c'est un ancien président qui a donc accès à une protection rapprochée des services secrets. C'est une agence en particulier de Washington, comme il y en a tant. Qui a été pas mal critiquée là depuis. Elle a été beaucoup critiquée et de manière très franche, on va le dire, si cet événement tragique qui n'était qu'un incident, mais cette tentative d'assassinat a dû avoir lieu, il y a eu des failles dans le dispositif qui vont être révélées dans le cadre de différentes enquêtes qui vont être menées
d'une part par des auditions menées par les Républicains donc, au Congrès, mais également une enquête indépendante qui va être diligentée par l'administration Biden. Donc l'objectif, c'est d'identifier là où il y a pu y avoir des failles et quand même de trouver des responsables. Mais le contexte étant aussi grave, et c'est assez monnaie courante aux États-Unis et dans la culture anglo-saxonne, que de demander et même d'obtenir la démission de ceux qui sont responsables. Donc cette dame, Madame Cheatle, qui est la responsable des services secrets, qui a déjà une expérience en la matière. Elle a été responsable des services secrets sous Biden lorsqu'il était vice-président, elle a travaillé dans le privé. Mais là, de fait, il y a une faute qui est gravissime. On est vraiment passé à quelques millimètres du chaos. Donc, il y a des failles qui vont être identifiées. Pour l'instant, c'est encore un peu incertain. On essaye de comprendre pourquoi les signalements, pourquoi est-ce que d'ailleurs quelqu'un peut rentrer avec une arme d'épaule, avec une échelle, se glisser sur un toit, ramper et appliquer un tir en plein frontal sur le VIP qui était Donald Trump sur une estrade. Il y a beaucoup de théories du complot d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc on voit tout et son contraire. Il y a beaucoup de spéculations là-dessus. On va laisser la vérité se faire. Aujourd'hui, on a des images. On a Donald Trump qui est vivant et déjà c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Maintenant, ça prendra son temps, mais effectivement, il doit y avoir une dignité, une responsabilité que de représenter que la responsable des services secrets présente sa démission. Alors, qu'est-ce que ça dit de la campagne présidentielle américaine? D'abord, quelles sont les conséquences de cette tentative d'assassinat? Peut-être même historiquement, vous pouvez nous rappeler quelles avaient été les conséquences de l'assassinat de Kennedy, d'autres tentatives d'assassinat qu'il y a eu. Est-ce que ça peut faire basculer la campagne? Est-ce qu'on peut dire que désormais Trump est quasiment donné vainqueur? On l'a vu revenir à la convention républicaine avec une attitude un peu différente de son meeting en Pennsylvanie. Est-ce que on est sûr maintenant que Donald Trump sera le prochain président des États-Unis? Pour redonner une perspective historique, on aime bien dire que la violence politique, elle a émaillé l'histoire des États-Unis. Il y a plusieurs tentatives d'assassinat sur des présidents mais également sur des candidats ou des gens proches du pouvoir. On peut parler notamment du clan Kennedy, mais ne serait-ce que le grand président républicain qui était Abraham Lincoln lui-même a été tué. Il y a cette tentative qui s'effectue aujourd'hui. Ce qui est important de dire, c'est que ça faisait vraiment plus de 40 ans qu'on n'avait pas assisté à ce déferlement de violence politique, une tentative d'assassinat contre un président. Le dernier a été Ronald Reagan en 1981. Il est en campagne, il se fait tirer dessus, il se présente lui-même aux urgences encore debout, il a complètement perdu son sang. À ce moment-là, il arrive sur le bio pour se faire opérer et dans un éclair de lucidité, lui qui était un peu client des bonnes petites phrases, dit celui qui va faire l'intervention, « Rassurez-moi, êtes-vous républicain ?» Le médecin lui dit « Mais ce soir, monsieur le président, tout le monde est républicain. » La petite histoire, l'anecdote qui fait sourire, il montre aussi que derrière, Reagan a pris 20 points dans les sondages. Donc on ne va pas forcément faire de comparaison, mais il y a quand même aux États-Unis un attachement au fait que quelqu'un qui subisse une tentative d'assassinat et qui en sorte vivant, ce côté miraculé, puisse également lui être favorable. Je ne partirai pas de manière triomphaliste, même si j'ai de grands espoirs, qui d'ailleurs ont précédé d'ailleurs cette tentative d'assassinat. Il faut bien dire que Donald Trump, il a un bilan, 2, il a une campagne qui était très très performante et avec beaucoup de succès, et 3, il a un adversaire à l'heure actuelle qui est Joe Biden, qui montre aussi toute sa fébrilité et un bilan qui aussi le dessert. À l'heure actuelle, c'est Joe Biden. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que beaucoup, là on voit à l'heure où on parle qu'il est atteint, qu'il souffre du Covid-19, est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit in extremis remplacé peut-être par Kamala Harris ou quelqu'un d'autre? Alors tout est possible, effectivement, ça c'est un sujet qui date pas d'hier littéralement, ça fait plusieurs mois qu'on dit les gens, il y avait commencé à y avoir des voix discordantes, et même jusqu'à la veille de cette tentative d'assassinat, mais tout le monde l'implorait, même Barack Obama était un peu en sein privé à lui dire mais non, vraiment Joe là, il faut sortir, faut lâcher les Et on va voir sa femme Michelle Obama y aller. Voilà, il y a toutes sortes de spéculations, mais de fait, c'est les grands donateurs, même les personnalités d'Hollywood, George Clooney, se sont dissociés de lui en disant, encore une fois, ça c'est avant la tentative d'assassinat, c'est vous dire, qui disait que, avec ce candidat Joe Biden, on va perdre la présidence, on va perdre le Sénat, et vraiment le camp démocrate est dans les choux. Donc il y a vraiment ces désistements un peu en succession. La vérité, c'est que à la suite de cet attentat, les gens se disaient mais désormais Donald Trump est imbattable. Quel que soit le candidat qui est en face de lui, les démocrates n'auront pas de chance de l'emporter. Donc c'était un peu les pressions exercées sur Joe Biden pour se retirer étaient moindres. Ça, on vous parle de ça de dimanche jusqu'à mercredi soir. Là, de manière un peu opportune, où il y a ironie du destin, Joe Biden, qui est en campagne dans le Nevada, dit « J'annule mes meetings de campagne, je suis atteint de Covid ».
avec des tweets un peu ironiques, il dit je suis malade de tous les financiers et de tout le monde qui soutient Trump. Vous voyez, enfin, il essaye un petit peu, les spin doctors de la Maison-Blanche et des démocrates essayent de tourner ça à son avantage, mais c'est hélas une triste fin. Qui, encore une fois, pas officialisé, mais qui laisse à penser qu'il cherche à avoir une sortie par le haut. Il a annoncé d'ailleurs dans les semaines qui ont précédé, on le voyait, on critiquait beaucoup son âge, mais surtout, au-delà de son âge, c'est ses capacités physiques et cognitives qui sont en jeu. Moi, j'ai aucun problème avec l'âge de qui que ce soit. Vous voyez, je fais pas du jeunisme ou détrôner la jeunesse. Pas spécialement plus jeune. Et vous voyez, il y a Mick Jagger, enfin, il y a des gens qui sont très extrêmes, enfin, qui sont en pleine forme, même Bernie Sanders, qui est bien plus âgé. Alors, je voterai évidemment pas pour lui, mais c'est pas une question d'âge. C'est vraiment une capacité à pouvoir gouverner et exercer le plus dur métier du monde. Donc ça, c'est, il y avait depuis cette nuit vraiment, les choses évoluent rapidement sur le fait que potentiellement ils sont en train de le retirer de la scène pour mettre qui à la place, on ne sait pas. On s'attendait vraiment à une campagne triste, monotone, un match auquel on avait déjà vu en 2020, et en fait là on voit qu'on a énormément de surprises. Donc reste accroché, c'est 4 mois qui vont tracer le temps. Alors, cette tentative d'assassinat, elle montre aussi le signe d'une extrême violence qui sévit, une violence politique aux États-Unis, verbale, physique, des tentatives d'assassinat aux États-Unis. Il y a aussi une forme de violence politique en France. Certains condamnent la France insoumise pour certaines de ses positions de violence verbale, des fichiers S, leurs candidats, fichiers S, investis désormais députés à l'Assemblée nationale, signe aussi d'une violence en France. Est-ce qu'on pourrait un jour en France vivre la même violence, comment est-ce qu'on peut l'endiguer aux États-Unis? Et est-ce que d'une certaine façon, bon, il y a beaucoup de questions, mais est-ce que Donald Trump n'a pas aussi été le signe de cette violence, notamment au moment de l'assaut du Capitole? La première chose, c'est qu'on voit qu'on a eu une rhétorique qui était complètement décomplexée, mais à la fois agressive, scandaleuse et mensongère, avec vraiment des éléments de langage qui visent à déshumaniser votre adversaire, à le démoniser, comme on dit, demonize, le diaboliser, qui, d'une certaine manière, à force de dépeindre votre adversaire comme un ennemi et un non-humain, de le peindre sur les traits de Mussolini, d'Hitler, vous normalisez une violence à son encontre. Et c'est extrêmement grave, cette rhétorique. Donc il y a vraiment une nécessité de devoir condamner et de revenir au sens noble de la politique. Certes, il peut y avoir des attaques qui vont fuser, mais on ne peut pas juste tomber dans des attaques incessantes qui sont une parole un peu performative et qui, d'un point de vue moral, ça serait quasiment normal de vouloir assassiner un nouveau Hitler, vous voyez ? Enfin, qui ne le ferait pas si quelqu'un, qu'on vous dit, il pourrait recommettre les mêmes atrocités et commettre 12 millions de morts, vous dites, ah bah tiens, évidemment, je vais y aller. Donc, je dis pas que les torts viennent que d'un côté. Je pense qu'on a vu que ça a été alimenté, mais je pense que moi, de mon côté, on l'a vécu et c'est peut-être même ça qui m'a renforcé, moi, dans ma détermination, de voir l'ensemble des attaques ignominieuses dont les conservateurs, les républicains et moi-même qui m'inscris dans ce moment-là faisaient l'objet, qui sont absolument abjectes, infondées, jamais motivées. Il peut peut-être y avoir des attaques fondées de manière programmatique ou des gens qui sont attaqués, et moi je serais les premiers à les condamner dans mon propre camp. J'ai aucun souci par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'on mentionne les émeutes du Capitole du 6 janvier. Je trouve que c'est vraiment une fausse équivalence qui n'a pas lieu d'être, de mettre en perspective cette émeute-là, d'ailleurs que j'ai été très prompt à condamner, mais vraiment sans réserve, versus une tentative d'assassinat contre quelqu'un qui est un candidat à une élection démocratique, qui manifestement aurait fait basculer le pays dans une grave crise, voire dans une guerre civile potentiellement. On a vu d'ailleurs en France, lorsque Sandrine Rousseau a condamné cette tentative contre Donald Trump, une partie de la gauche lui a rétorqué que est-ce que vous auriez condamné une tentative d'assassinat contre Adolf Hitler à l'époque, ce qui montre aussi cette violence politique. C'est absolument abject. Moi-même, pour vous prendre des cas particuliers, je rencontre des gens dans la rue et qui me disent mais comment c'est possible? J'aurais tellement aimé qu'il dévide quelques centimètres et tout ça. Mais je dis, mais comment? Enfin, je me demande si ces gens sont dans cette posture ou s'ils appellent vraiment à la mort de quelqu'un et qu'est-ce qui peut justifier cette fanatisation. Donc, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dedans. Les responsables politiques, les médias, les relais d'influence, les réseaux sociaux. C'est vraiment nécessaire qu'on arrive à se retrouver et vraiment dépassionner un petit peu ces sujets, d'arrêter de tomber dans les caricatures qui, on le voit, conduisent mécaniquement à une violence qui peut être symbolique, mais le symbole passe ensuite à une balle qui peut vous frôler l'oreille ou vous passer dans la tête, vous voyez. Alors pour reprendre sur ces enjeux de la présidentielle américaine, là qu'on comprenne bien quel est le calendrier, quelle est la suite, et donc si je comprends bien, en janvier 2025, on pourra à nouveau avoir Donald Trump président des États-Unis. Quel impact ça aura aussi sur la France? Qu'en pense Emmanuel Macron s'il voit revenir Donald Trump?
Donc là, on est mi-juillet. Comme je vous disais, la convention républicaine se déroule actuellement. Cette convention républicaine, c'est à Milwaukee. C'est pas un choix anodin. C'est au Wisconsin. C'est un des États aussi pivots, les swing states, qui font l'issue de l'élection américaine. Il y a eu notamment l'intronisation du candidat, c'est Donald Trump de manière officielle, et le candidat du Parti républicain, ça aura lieu demain. Et il y a également le choix de son vice-président sur lequel on pourra revenir. Donc c'est vraiment la grand-messe qui cherche vraiment à réunifier tout le parti, à se mettre d'accord sur une plateforme, quelle va être la plateforme de campagne qui va être défendue, et aussi galvaniser tous les militants pour cette dernière ligne droite, donc jusqu'à novembre pour l'élection. Les démocrates vont avoir également la même, qui se déroule fin août, dans un contexte un peu trouble. Eux-mêmes ne savent pas qui sera le candidat, qui pourra être son vice-président, au point même où bon, c'est de bonne guerre, mais les républicains disent en fait, on ne va pas annoncer de débat à l'heure actuelle parce que ça serait faire du tort à Kamala Harris. On ne sait pas pour qui elle va choisir son vice-président. Vous voyez, donc je m'attendais à devoir commenter un débat la semaine prochaine. Je vais peut-être pouvoir aller faire autre chose à la place. Donc on est dans une phase où mi-juillet, convention républicaine, mi-août, la convention démocrate. Et ensuite, c'est la dernière ligne droite, mais dans laquelle vous allez assister à des mouches d'investissements, de dépenses en publicitaire, de meetings plus grands que les uns que les autres. Donc en termes de communication politique, vous allez être servi. Et quand même, les Américains sont quand même assez réputés pour la société du spectacle. Je vous renvoie pas plus tard qu'hier est sorti le premier clip de campagne de Donald Trump qui prend vraiment au trip. Donc ça va vraiment être un moment assez exaltant. On s'attendait à un espèce de rematch, une revanche un peu plate. Là, on part vraiment dans quelque chose qui entraîne tout le monde derrière eux de par ce côté sursaut du phénix de Donald Trump qui était donné pour mort politiquement il y a 3 ans. Personne se disait mais il va finir encore à envoyer des tweets vilains, faire du golf, mais ou mieux derrière les barreaux. Là, ça serait une sacrée coup du destin qu'il revienne à fin janvier prochain à la Maison Blanche. Oui, et cette renaissance du phénix va peut-être en inspirer certains en France. À ce propos, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron de voir revenir Donald Trump à la Maison Blanche? Et au-delà de ça, au niveau des questions, on parle de la France, mais aussi de l'Union européenne, des questions européennes, qu'est-ce que ça va changer? Ce qui va à nouveau venir peser sur notre actualité à nous? Je pense qu'il faut voir ça d'un point de vue au-delà des responsables politiques, mais du couple franco-américain, qui sommes vraiment des alliés historiques. Et si vous permettez, je l'incarne moi-même avec cette binationalité. Moi, je suis vraiment pour œuvrer tant au rayonnement de la France au-delà de nos frontières, mais pouvoir avoir un regard avec l'atlantisme apaisé, pas tomber dans une forme de vassalité vis-à-vis des États-Unis et de se laisser un peu dominer par l'extraterritorialité, pas facile à dire, du droit américain. Mais il y a cette volonté de dire il faut ressouder cette unité historique entre nos 2 nations. Et ça, on l'a vu, ça n'avait pas forcément très bien pris entre Donald Trump et Emmanuel Macron au départ, ils se sont vus, mais derrière, le couple, un peu les relations, s'étaient un peu distendues. Donc les choses ne sont pas figées. Je pense qu'il va y avoir des élections en 2027 ou peut-être avant en France, qui sait. Et ce qui permettra de voir comment on peut relancer un petit peu une nouvelle dynamique de ce couple franco-américain. Et je serai là pour assurer que ça prenne. Il s'entend peut-être mieux avec Giorgia Meloni, par exemple, Viktor Orban, d'autres chefs d'État européens. Indéniablement. Il y a des approches assez différentes qui sont idéologiques, mais qui correspondent aussi à une psyché et à une compréhension, à un respect mutuel. Quand même on évolue sur des territoires et on arrive avec des cultures et des parcours différents. Et on voit que il y avait des égos un peu mal placés peut-être, mais ce qui ne serait pas sans nous surprendre en France vu les dirigeants qu'on a. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir relancer ça Alors, on parle de ces questions européennes, il y a aussi les questions internationales. Donald Trump avait déclaré qu'avec lui, en 24 heures, la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine aurait été résolue. Même chose pour Israël et Gaza. On peut se demander si, avec Donald Trump, les cartes seraient rebattues. Est-ce que véritablement, si Donald Trump est réélu à la Maison-Blanche, on va voir ces guerres soit trouver une conclusion, soit en tout cas, les cartes vont être complètement rebattues avec lui? Donald Trump, il se présente avec un bilan. Il a déjà été président pendant 4 ans et sous son mandat, il n'y a pas eu de nouvelle guerre déclarée. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'invasion de pays, soit de l'Ukraine, soit de guerre en mer Rouge, soit d'attaque du Hamas. À ce moment-là, Donald Trump, il a éradiqué l'État islamique, il a mis en place les accords d'Abraham. Donc du point de vue de la géopolitique, ça a été des avancées majeures et également, il a contribué à la stabilité du monde. Ce qui est bien de rappeler, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans une logique un peu isolationniste. C'est-à-dire, on privilégie les intérêts américains et on n'est pas, contrairement aux interventionnistes qui vont se dire, tiens, il faut aller mener des conflits loin, soit pour capturer des ressources ou à des fins intéressées.
Ce qui d'ailleurs en fait est la promesse de tout candidat. Vous savez, des Obama, des Biden aussi se présentaient comme isolationnistes, mais derrière ils sont rattrapés par leur intérêt ou leur idéologie. Donc aujourd'hui, Donald Trump fait ses effets d'annonce, comme on le connaît pour ce qu'il est. Force est de constater que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça fait déjà plus de 2 ans d'ailleurs que ça dure et que c'est incessant, et que les efforts déployés par l'administration américaine de Biden sont insuffisants ou juste tout simplement pas efficaces. Ils ont tout essayé, la dissuasion, l'aide militaire, on est parvenu à la diplomatie. Je pense que Donald Trump, de par son profil d'homme d'affaires, de businessman, mais également aussi de chef incontesté et un leader fort au point levé, comme on l'a vu, saura négocier de manière efficace, pragmatique et mettre fin à ce conflit. Et on n'a plus le choix que de lui laisser sa chance par rapport à ça. Est-ce qu'il sera aidé en ça par son nouveau vice-président qu'il a indiqué, Vance, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui et est-ce que c'est un ticket gagnant pour la présidentielle? Moi, je pense que c'est un excellent choix. J.D. Vance vient d'être nommé comme étant le vice-président. Il faisait pas forcément partie de ceux qui étaient shortlistés. Il a un peu, Donald Trump est vraiment parti dans le choix de l'audace. D'habitude, le ticket, le colistier qu'on va prendre, c'est pour essayer d'avoir un électorat incrémental. Donc on va prendre quelqu'un qui soit sur une ligne un peu différente. Vous avez Donald Trump qui serait un peu sur le conservatisme. Il aurait pu prendre quelqu'un de plus modéré, par exemple s'il était un peu en difficulté. Là, on est vraiment dans un choix très audacieux de dire, en fait, je veux quelqu'un qui me soit loyal, quelqu'un qui ait du bon sens et quelqu'un qui puisse surtout porter dans l'avenir cette ligne que j'ai initiée de America First. Donald Trump a 78 ans, on lui a souvent fait le reproche, à lui comme à Biden, d'être un peu sur le retour. Il choisit un vice-président de 39 ans, c'est moitié moins que son âge. Et aussi, au-delà de l'âge, qui n'est pas une qualité en soi, c'est le parcours de ce personnage qu'on connaît assez peu en France, du moins son nom, mais il a une vie vraiment incroyable. Il incarne vraiment ce rêve américain. Il a vraiment grandi dans un foyer dans le Midwest, un foyer qui était vraiment sujet à l'alcool, à la violence et tout ça. Il s'est vraiment hissé à la force du poignet grâce à des soutiens aussi familiaux, grâce à sa grand-mère. Et par la suite, il a été Marines, il a été déployé donc à l'étranger. Il a fait une université prestigieuse de Yale dans un temps record. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'excessivement brillant et quelqu'un qui saura s'inscrire dans la durée. C'est quelqu'un qui a des positions très très fortes concernant les guerres menées par les États-Unis loin des frontières. Il y a une volonté de dire que avant d'apporter de l'aide sur l'ensemble des pays et des conflits mondiaux, on a des nécessités de venir au soutien des Américains qui nous ont élus. Et j'en prends pour cause un élément très particulier. Il y a un peu plus d'1 an, il y a une catastrophe qui s'est déroulée dans l'État où J.D. Vance est le sénateur, l'Ohio. C'est une ville qui s'appelle East Palestine, dans laquelle il y a un train qui a déraillé et ça a créé une vraie crise écologique, mais également, ça traduisait un peu le problème des infrastructures qu'il y avait. Biden, lui, il avait piscine où il était dans son sous-sol. Il n'y est pas allé, il y est allé qu'1 an après. Donald Trump, lui, était sur le devant de la scène à distribuer des bouteilles d'eau auprès de ces populations-là parce qu'il se sent très attaché à cette notion d'Américains et d'Américains qui sont vraiment oubliés, quoi. Ces gens du centre des États-Unis, d'ailleurs, je viens d'un État voisin à côté, le Minnesota, qui sont dépeints par les élites des côtes ouest et est comme étant, on appelle ça les flyover states. Ce sont juste les États qu'on survole. On imagine tout le mépris qu'il y a derrière ça. Et juste un dernier point, ce même mépris s'était exprimé à travers la bouche de Hillary Clinton, qui les caractérisait comme étant les deplorables, les déplorables. Et Donald Trump lui-même, encore une fois dans l'audace, fait le choix de prendre ce déplorable comme vice-président, qui en a d'ailleurs fait un livre absolument à succès, qui est à lire pour comprendre tant la psyché américaine que le parcours de cet excellent homme politique et qui façonnera indéniablement l'avenir des États-Unis. Il y en a une série Netflix qui a été faite, mais lisez le livre. On conseille ce livre à nos lecteurs alors. Alors, c'est vrai que le slogan de Donald Trump reste Make America Great Again. On pourrait dire Make France Great Again. Vous parliez tout à l'heure peut-être d'élections anticipées, une nouvelle présidentielle. En tout cas, il y a eu des législatives anticipées. D'aucuns ont constaté également parfois ce mépris à la fois de la démocratie, mais aussi des électeurs du Rassemblement national, qui ont souvent été relégués, mis au rebut comme s'ils étaient des sous-électeurs ou qu'ils votaient mal. Vous avez été candidat aux élections législatives sous la bannière d'Éric Ciotti dans le cadre de son alliance avec le Rassemblement national. C'était dans la Manche. D'abord, comment s'est fait cette candidature? Comment vous avez vécu cette campagne? Et je crois que vous avez aussi été victime de cette violence en politique. Vous avez été victime d'agression. Racontez-nous.
Alors voilà, c'était des conditions absolument historiques et exceptionnelles à la faveur de cette dissolution qui intervenait dans une période vraiment de fébrilité de la France, avec les JO, le contexte d'insécurité, voilà, d'institutions fragilisées. Et quand on m'a fait l'honneur de m'investir, il fallait absolument que je saisisse cette opportunité, c'est par responsabilité. J'ai mis de côté toutes mes responsabilités professionnelles que j'avais avant pour me lancer dans l'arène. C'était pas par calcul, c'était vraiment par sens du devoir. J'étais néophyte en la matière. Jusqu'à présent, j'endossais depuis plusieurs années ce rôle de faire des campagnes un peu à distance, de travailler la relation et occuper un peu l'espace médiatique pour porter un peu nos idées. Mais vraiment, l'idée de vraiment aller faire une campagne de terrain, pour moi, a été une expérience excessivement enrichissante, un attachement au territoire de la Manche et donc du Nord-Cotentin, qui m'a vraiment permis voilà, d'endosser vraiment ce costume de politique et dans des situations qui n'étaient pas évidentes, d'être à l'écoute et de comprendre un peu ces préoccupations et l'écho qui sont bien loin de nos salons parisiens. Donc j'ai pu, avec un parachutage assumé, relever ce challenge-là. On a eu un énorme enthousiasme de voir à quel point ce nouveau vent de fraîcheur, ce candidat un peu de la société civile que je pouvais incarner, mais également ce mouvement d'union nationale qui allait au-delà des simples chapelles et encore une fois voilà, de vouloir faire mentir un peu le précepte qu'on a la droite la plus bête du monde, d'initier ce mouvement-là. Et ça a vraiment marqué les esprits et on a un gros socle électoral, c'est-à-dire qu'on a plus de doublé notre score au premier tour et au deuxième tour, on a fait vraiment un score assez historique qui pourra peser dans la durée. Aujourd'hui, on voit clairement que le mode de scrutin voilà, ne favorise pas un petit peu ce courant de pensée et sur lequel on se doit d'arriver à être unifié, d'unifier cette droite pour faire gagner la France. Moi-même, au cours de cette campagne, c'était absolument vraiment une expérience très exaltante, très intense, dans laquelle j'étais absolument passionné et d'autant plus parce que j'ai eu des militants et des aides et des soutiens vraiment hors pair. Dans ce contexte-là, nous-mêmes, nous avons fait les frais d'une violence. D'aucuns la relativisent ou considèrent qu'elle était symbolique. Nous, on considère que quand on n'arrive plus à défendre ses idées avec des mots et qu'on a recours à des jets de projectiles ou à des attaques physiques, c'est qu'on est déjà tombé trop loin dans la violence. Et moi, je la condamne d'où qu'elle vienne. Vous voyez, j'ai aucun souci pour dénoncer dans mes propres rangs, d'ailleurs je serai le premier à le faire, tout acte de violence ou d'intimidation. Nous, lorsqu'on l'a fait, lorsque j'ai un militant mineur qui était également pris à partie, on se dit qu'on a franchi un cap. Donc en soi, j'ai pas pris 8 balles dans le dos, mais ça a quand même parasité ma campagne, mais ça a permis de mettre en avant que la violence n'était pas forcément du côté où que l'on pensait. Nous, on le sait tous, hein, mais c'est juste de faire prendre conscience à l'opinion que les nervis, les factieux, ils sont en face. Et de fait, il y en a même qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il y a une vraie responsabilisation de se dire que ces comportements, ils visent à normaliser cette violence politique. Et on le voit, là aujourd'hui, il est censé y avoir une réitération du mouvement de Sainte-Soline avec les méga-bassines. Il y avait quand même des élus de gauche avec leur écharpe tricolore qui étaient également présents. Donc il y a une certaine forme de normalisation et de violence contre l'État, contre les politiques et pour motiver leurs fins politiques. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'il y a une pertinence à comparer le combat politique, notamment des militants pour Donald Trump, et celui des militants du Rassemblement national pour Jordan Bardella ou Marine Le Pen, qui parfois subissent la même violence, vous l'avez décrite sur le terrain, mais même sociologiquement, vous savez, c'était l'analyse de David Goodhart, qui disait il y a les somewhere et les anywhere, vous l'avez décrit avec Vance, le vice-président choisi par Trump, et c'est-à-dire que ceux qui votent Rassemblement national en France peuvent être associés sociologiquement, géographiquement, politiquement aux électeurs de Donald Trump. Et au final, est-ce que Marine Le Pen, Donald Trump, c'est le même combat électoral ? Alors c'est vrai qu'il y a cette doctrine qui nous vient du Royaume-Uni, de David Goodhart, qui d'une certaine manière peut retrouver une résonance en France. On l'a vu, Christophe Guilly a publié un essai vraiment très retentissant sur la France périphérique, où il y a cette opposition entre les métropoles et la ruralité. Et c'est vraiment très probant lorsqu'on voit les cartes des votes sur les européennes, sur les législatives. On voit que, et même les chiffres, 94% des communes ont élu un candidat RN en première position au premier tour. Donc ça dit bien qu'on a cette similitude également aux États-Unis, et je refais écho au livre de J.D. Vance qui montre vraiment bien cette fracture qui s'opère entre là aux États-Unis c'est davantage plus probant entre les côtes un peu avec les élites et le centre des États-Unis, oublier la ruralité. Donc du coup on a vraiment ce cœur, cet électorat qui est un peu oublié parce que c'est un électorat qui travaille,
qui paye bien ses impôts, qui se fait pas trop entendre, qui est dans la responsabilité et qui a des préoccupations qui semblent ne pas faire écho chez les politiciens qui, eux, sont juste là pour être reconduits de mandat après mandat. Et Donald Trump, lui, dès 2016, s'est fait le porte-voix de cette Amérique dite en colère, de l'homme blanc en colère. C'était un peu comme ça que ça avait été caractérisé. Il avait gagné cette Rust Belt. La Rust Belt, c'est également des États pivots qui sont des États industriels du centre des États-Unis dans lesquels il y a vraiment une vraie détresse, beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes de santé publique, d'insécurité et des gens qui sont complètement oubliés de la part des élites américaines. Donc il y a un peu un cri qui est pas silencieux mais un retentissant et dans lequel Donald Trump a déjà su se saisir et encore une fois la nomination de J.D. Vance est vraiment quelque chose qui sera vraiment clé déterminante pour le support de ce qu'on appelle la classe des cols bleus. Que sait-on des relations entre Donald Trump et Marine Le Pen? On lui a prêté toutes les relations possibles et imaginables avec Vladimir Poutine, avec Donald Trump. Je crois qu'avec Donald Trump, il y avait eu un rendez-vous manqué lorsqu'elle s'était déplacée aux États-Unis. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle que en 2027, Marine Le Pen soit élue en France pendant que Donald Trump serait toujours président des États-Unis? Est-ce qu'on peut imaginer un duo Trump-Le Pen? Je pense qu'il y aura tout à faire de ce nouveau couple qui serait vraiment porteur. Il y a pu y avoir des problèmes de calendrier lorsqu'elle s'est rendue à la Trump Tower, mais c'est pas ce sur quoi il faut s'appesantir, c'est surtout de voir en quoi ces leaders peuvent contribuer un petit peu au rayonnement, à la prospérité de leur propre pays. Et également travailler à faire renouer un petit peu les liens forts qui sont à retisser entre nos deux vieilles nations. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir une confrontation entre deux protectionnistes, qu'on accuse, on dit souvent négativement nationalistes? Voilà, est-ce que ça va pas s'opposer quand même chacun avec ses propres intérêts ou est-ce que ça peut être une très bonne entente justement? Non, mais je pense que ça viendra surtout renforcer la France au sein de l'Union européenne de manière générale. On le voit, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Ça nous pousse nous à aussi prendre nos propres responsabilités plutôt que de vouloir se mettre dans une position de vassalité par rapport aux États-Unis et qui est vraiment une situation qui est irresponsable dans laquelle on a accepté de se mettre. Nos leaders nous ont propulsés dans on brade les fleurons de l'industrie, on s'appuie sur les États-Unis pour financer l'OTAN. Il est plus que clé. Et d'ailleurs, Donald Trump, avec sa rhétorique qu'on lui connaît, qui disait, mais en fait, augmentez votre participation telle qu'on est convenu au budget de l'OTAN, sans quoi nous, on retire nos billes, parce que c'est nous on subventionne l'effort de guerre européen en participant à plus de 2/3 du financement de l'OTAN. Donc en soi, c'est certes des méthodes un peu musclées, mais en tout cas, ça apporte du résultat. Et je pense que c'est ce pourquoi on connaît Donald Trump et c'est ce qu'on aura l'occasion de voir à partir de janvier 2025 pour les 4 années à venir. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Alors simplement pour conclure et revenir à l'actualité la plus proche qui nous intéresse, celle de la France. Je le disais, on tourne cette vidéo jeudi 18 juillet. Donc ce jeudi 18 juillet, rentrée notamment du bureau d'âge à l'Assemblée nationale, présidé par un député RN qui est le plus âgé de l'Assemblée nationale. La nomination des vice-présidents de l'Assemblée de différents postes clés. Marine Le Pen parle, elle, de Bourbier, qui a installé Emmanuel Macron dans un gouvernement démissionnaire. On n'a pas de nom de nouveau Premier ministre et de nouveau gouvernement. On ne sait pas si ce sera à gauche ou à droite. Vous, qu'est-ce que vous en pensez et quelle sera la façon de sortir de ce bourbier? Ouais, le bourbier, c'est vraiment le terme. J'allais dire qu'on est vraiment enlisé dans une crise et qui va se perdurer. On le voit, on essaye de faire des accords de combinationnés entre partis pour essayer de créer une coalition, mais qui n'a ni queue ni tête. De fait, même à gauche, à plus forte raison, c'est des alliances contre nature. Nous, je pense qu'il y a nécessité un petit peu de refonder notre bloc à droite et de voir un peu ce qui peut nous unir plutôt que ce qui nous dissocie et vraiment d'apporter une alternative crédible. Donc aujourd'hui, la situation paraît vraiment un peu au calme plat, bloqué, et ça va pas aller en s'arrangeant. Je pense qu'il y a des responsables qui sont à pointer du doigt pour cette situation, dans la personne d'Emmanuel Macron. Et pas partir du principe que la situation, faut pas être fataliste. On est condamné à l'espoir dans cette situation-là et aspirer à ce qu'on puisse ressortir par le haut de cette situation au vu des prochaines échéances électorales qui vont nous amener vers le succès. Merci beaucoup Nicolas Conquière pour ce zoom sur l'actualité à la fois internationale du côté transatlantique américain avec cette élection donc, que vous espérez de Donald Trump à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement et dont nous condamnons toutes les formes de violence, vous l'avez rappelé, et ce petit zoom sur l'actualité française, donc on verra qui gouvernera la France demain, et vous avez dit effectivement il ne faut pas de fatalité, il y a toujours des raisons d'espérer, donc c'est sur ces mots qu'on
vous laisse, chers lecteurs et spectateurs de Boulevard Voltaire. Passez un très bel été. On se retrouve très vite pour un nouvel invité. À très bientôt.